Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Ça y est, la nouvelle IA de Google sort progressivement dans le monde, avec comme d'habitude les USA en tête. Alors, différentes versions sont possibles, Gemini Ultra, Gemini Pro, Gemini Nano. Gemini, c'est une IA qui est capable de prendre en entrée différents supports, C'est ici que c'est intéressant, donc à la fois du texte, des photos, des audios, des vidéos. Et pour que tu comprennes mieux ce dont Gemini de Google Alphabet est capable, une application possible, clé, c'est d'enregistrer un échange audio ou vidéo et d'en résumer par exemple un résumé, une analyse. Imagine, tu brainstormes avec des potes sur une idée allez, d'investissement, sur un projet, un business, sur ce que tu veux, de la philosophie entre amis, un nihilisme passif, même de l'innovation, de la finance, voilà, de la tech, ce que tu veux. Aujourd'hui, si tu autorises l'enregistrement avec ton Pixel, le Pixel, le tout dernier Pixel de Google, le téléphone donc, tu enregistres la conversation en vidéo ou en audio. euh, Après que tu aies terminé peut-être les 3h, 2h30 de brainstorm par exemple, Gemini peut te générer un résumé avec les points clés, avec les actions potentielles à entreprendre derrière, avec même des idées pour aller plus loin, pour la prochaine fois, pour après réfléchir à tout ça. Voilà, c'est quand même une innovation qui s'inscrit de plus en plus dans la vie au quotidien. Et c'est ça qui est important, c'est l'application. Parce que tout le monde parle de la techno, des LLM, de leurs défauts, de leurs avantages, de ce qui est intéressant en termes de potentiel. Et là, de plus en plus, on arrive dans du potentiel qui se réalise. Ça veut dire que là, on a une utilisation qui serait plus massive et peut-être plus pratique que l'IA conversationnelle dans nos vies. Donc oui, ça va vite, ça peut faire peur d'un côté, je comprends très bien. L'efficacité, certes, encore aujourd'hui, il faut être clair avec ça, elle est décevante dans certains cas. Donc oui, Google, c'est aussi Gmail, c'est YouTube, c'est son puissant moteur de recherche aussi. En termes de puissance, en termes de données, c'est monstrueux. Parce que pour l'application en termes d'IA, c'est aujourd'hui, en 2023, c'est la course à la meilleure IA, c'est qui va adresser le marché plus rapidement, c'est qui sera plus performante, pour un coût maîtrisé. Il y a la notion de scalabilité aussi qui est très importante, parce que tu fais la meilleure IA, mais c'est pas viable financièrement, c'est beaucoup moins intéressant. Donc là, on est en train de vivre un moment assez singulier dans l'histoire de la technologie. En vrai, là, si on regarde les concurrents en termes d'IA, X Twitter, par exemple, a peut-être encore une meilleure base de données. En tout cas, c'est très challengeant avec Twitter, X. Mais il y a aussi Meta, faut pas oublier, avec Facebook, Instagram et WhatsApp. Tous ces échanges, même s'ils sont anonymisés pour justement permettre l'utilisation de ces données pour une IA, ça pourrait faire un carton aussi, l'IA de Meta avec ces données. Et la différence va se faire sur l'utilisation, sur l'application concrète. Donc d'autoriser le texte, les images, les vidéos, les audios, ça va très loin. Plus ça s'inscrit facilement dans la vie des usagers, plus ça sera puissant, ça sera utilisé. Et c'est l'utilisation qui va déterminer le vainqueur, bien sûr. Et après, combien les gens sont prêts à payer pour ça. Donc oui, on est dans une guerre aussi de la donnée, qui a commencé il y a des années, notamment en termes de qualité et en termes de quantité. Donc voilà, ça c'est la clé pour entraîner des modèles qui seront surpuissants pour 2024. Donc sans surprise, les USA, les États-Unis, ça innove énormément sur l'intelligence artificielle avec Microsoft, Amazon, Google. On reste sur les plus grosses capitalisations tech du Nasdaq, encore une fois. Puis après, si on se pose et qu'on essaie de se dire c'est quoi les applications de demain, bien sûr, il y a la robotique qui arrive dans la tête, parce que aujourd'hui, en termes d'application, d'avoir un robot domestique, robot sur des chantiers, il y a pas mal de missions qu'aujourd'hui des ouvriers ou en tout cas l'humain ne peut pas faire dans des environnements extrêmement froids, extrêmement chauds, extrêmement dangereux. Un robot doté d'une IA, quelque chose qui est connecté, centralisé, avec un décisionnaire qui est intelligent, entraîné derrière, ça pourrait être game changer pour beaucoup d'industries. Donc derrière, il y a aussi une autre vague qui se prépare, c'est de la robotique dopée avec l'IA. Donc voilà, il faut garder ça en tête aussi. Alors bien sûr, on va aussi parler de la dernière publication de Alphabet sur les trois quarts de l'année 2023. Google a encore surperformé, ça reste une machine à cash, clairement, avec 76,7 milliards de chiffre d'affaires sur le dernier trimestre, soit plus 11% en générant 19,7 milliards de bénéfices nets, soit plus 41% de plus qu'au trimestre équivalent en 2022. Alors oui, ces bons chiffres, elle les doit à son activité de marketing et de cloud qui affiche de bonnes croissances en 2023. Le tout en diminuant sa masse salariale, ça c'est quand même notable, avec des départs
plus ou moins volontaire, disons, avec oui, des packages qui ont été payés pour les départs forcés, hein. Au final, là, Google allège sa masse salariale et réduit ses coûts avec un chiffre en croissance, hein. Ça augmente ici les bénéfices, hein. Donc, d'un point de vue investisseur, pour un actionnaire, c'est très positif naturellement d'être capable de générer plus d'argent avec moins d'humains et plus d'IA. Et oui, en 2023, on est entré dans un monde différent où les techs, de plus en plus, pour générer 1 million de dollars, il faudra de moins en moins d'humains. Alors sur le prix de son action, on est à 134 dollars pour Alphabet. On est sur une performance de plus 51% sur 2023, hein. C'est quand même un des meilleurs investissements de l'année, hein, que je t'avais partagé, hein, avoir fait en mars 2023, hein, juste au moment où tout le monde avait peur, hein, au moment de la crise bancaire, souviens-toi, avec le fameux programme de la Fed, hein, qu'elle a dégainé, le BTFP, hein, qui est venu sauver la mise. Bref, pour les trimestres qui arrivent, moi je pense qu'on peut attendre encore beaucoup d'Alphabet, avec là encore de bonnes perspectives, hein, ambitieuses avec des milliards d'utilisateurs dans le monde. C'est quand même encore une des top actions du monde, avec voilà une bonne anticipation sur le cloud, sur Google Search et aussi sur l'IA naturellement. En termes de valorisation, moi je la trouve en devenir encore pas chère à ce niveau-là. Google, donc en anticipation, moi j'ai un PE ratio lorsque je prends mes hypothèses de bénéfices nets sur les 3 à 6 mois qui viennent, de 22 à, disons, pour février-mars 2024. Donc là, je vois encore un potentiel de plus 30% sur le titre. Parce que là, les marchés, ils ont l'air assez sereins. On a un VIX qui est au plus bas. Donc là, mon avis personnel sur l'action Alphabet, il reste positif. Et comme d'habitude, je vais te partager mon objectif personnel de prix cible pour cette action. Moi, je vois Alphabet horizon 6 mois à 175 dollars. Donc encore 30% de progression potentielle. Et on va aussi parler de risque, hein. Pour moi, le risque principal pour cette tech, comme Google, voilà, c'est la régulation des lois potentielles antitrust, hein, pour limiter les acquisitions pour grossir encore plus, pour peut-être un jour les éclater. Donc voilà, limiter la dominance, le monopole de certains marchés, ça peut se faire aux États-Unis. En 2018, on a vu qu'il y avait pas mal de craintes, hein, en février-mars 2018, hein. Moi, j'étais sur les days de trading à ce moment-là, je m'en souviens bien à New York. Voilà, donc la réglementation ou l'interdiction de certaines pratiques, même aujourd'hui, d'IA, faut surveiller ce qui se passe quand même, hein. C'est pas encore à l'ordre du jour, c'est pas encore inquiétant aujourd'hui, mais ça pourrait arriver. Donc c'est quand même un risque potentiel ici à surveiller. Et aux États-Unis, tu sais, en termes de réglementation, moi ce que je dis assez souvent, hein, quand je compare États-Unis et Europe, c'est que ça innove plutôt d'abord aux États-Unis, puis après ça adapte, hein, ça régule. Avec souvent les premiers acteurs qui viennent proposer des réglementations, et souvent c'est peut-être plus vertueux parce que c'est eux qui comprennent mieux le business de comment ça fonctionne, même la technologie de base, comment ça fonctionne, pas forcément le réglementaire, pas forcément le législateur, hein, qui peut-être ne comprend pas complètement comment ça fonctionne. Voilà, alors qu'en Europe, ce qui se passe, c'est plutôt on régule, hein, on réglemente, on ajoute des lois sur des lois et administrativement ça devient de plus en plus complexe. Donc voilà, en Europe, c'est connu, hein, c'est pas une surprise pour toi, c'est compliqué administrativement, aussi peut-être fiscalement. En Europe, du coup, percer sur ce type de technologie, c'est beaucoup plus difficile. C'est pas impossible, mais donc voilà, les mégatech européennes, elles sont rares, hein. Franchement, c'est même pas des mégas. Il y a quelques grandes capitalisations, très grandes capitalisations qui sont intéressantes niveau technologique, mais ça n'a rien à voir par rapport au top 10 des tech US. Donc oui, on entend parler de quelques startups sur l'IA qui ont des projets et des développements très intéressants, avec une problématique quand même de données, parce qu'ils n'ont pas toute la donnée qu'ils voudraient, qu'ils souhaiteraient pour qu'elles soient encore plus puissantes, leur LLM. Donc oui, boosté par des aides, ça peut se faire, parce que l'Europe, c'est plus beaucoup d'impôts de production, en tout cas surtout en France, et après c'est l'État qui choisit à qui il donnera des aides. Donc c'est pas le même système, hein. C'est moins libéral. Donc forcément, si c'est pas compris par le législateur, il n'y a pas d'aide et ça freine mécaniquement à la technologie, hein. Ça, c'est mécanique, ça se comprend. Voilà, ça reste un système basé sur les aides, surtout en France. Donc c'est pas une surprise, hein. Faire une entreprise rentable avec des impôts de production qui sont très élevés dans les domaines innovants, c'est beaucoup plus compliqué en France, en Europe qu'aux États-Unis. Donc c'est pas une surprise de voir que l'innovation vient encore des US. Et l'innovation, c'est quoi? C'est du potentiel de croissance. Et derrière, bah, pour un investisseur, ça doit s'étudier et du coup le risque est peut-être plus important et certainement plus important. Mais voilà, il faut étudier ça de près aux US. Voilà, oublie pas le petit like qui fait plaisir et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Maintenant, je t'invite à découvrir mon super outil en ligne qui te permet de comparer les frais et les spreads des courtiers et des banques pour ton PEA et ton CTO.
Tout ça et bien plus sur guistorm.com. Allez, sur ce, comme d'habitude, restons pragmatiques. Ciao.